Il était le papa d'Isnogoud, de Lucky Luke, d'Astérix et Obélix, du petit Nicolas. Il était le père de toutes nos enfances, celles du XXe et du XXIe siècle. Elle, il était son papa, tout simplement. J'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP Anne Goscinny. Anne Goscinny, bonjour. Bonjour. On va évoquer votre nom de famille célèbre, on va évoquer votre prénom aussi, parce que vous existez à part entière, indépendamment de ce papa tellement célèbre. Votre papa, René Goscinny, c'est vrai que tout de suite, on va peut-être penser avant tous les autres, peut-être à Astérix et Obélix, je ne sais pas si tout le monde réagit comme moi, mais qui est vraiment la bande dessinée qui a instauré finalement et qui a donné ses lettres de noblesse à la bande dessinée en France et au métier de scénariste aussi, que votre père a plus ou moins créé. Vous êtes d'accord avec cette première analyse ? Oui, absolument, bien sûr. Il a fait partie des gens qui ont fait sortir la bande dessinée d'un ghetto, entre guillemets, strictement enfantin à un monde adulte. Il a déculpabilisé les adultes de lire de la bande dessinée. Je crois aussi que quand on donne son nom, quand on dit son nom, on pense beaucoup au petit Nicolas. Oui, aussi. Parce que c'est une œuvre, le petit Nicolas, très particulière. C'est sa seule œuvre qui ne parle pas en bulle. C'est sa seule œuvre où il peut donner toute la mesure de son talent d'écrivain. Et moi, c'est une œuvre à laquelle je suis très attachée. Je suis aussi attachée à Astérix, à Lucky Luke et aux autres. Mais je dois dire que je suis très touchée, moi, de le voir s'exprimer en texte et non enfermé dans des bulles qui sont elles-mêmes enfermées dans des cases. Votre papa, à la base, il était plutôt dessinateur, illustrateur. Il avait il avait pris des cours d'ailleurs. Mais finalement, son talent, on l'a surtout repéré dans ses mots et on est venu le chercher à cet endroit-là. Et pas tant que ça pour ses dessins. D'autres personnes ont repéré son talent pour lui, finalement. Alors, je rectifie juste, il a jamais pris de cours, puisqu'il était en Argentine, ce qui lui a évité de mourir pendant la Shoah comme ses oncles et grands-parents, et tantes et cousins. Et son père est mort en 1943, il avait 17 ans. Et là, il a dû gagner sa vie tout de suite pour faire vivre sa mère. Et il est parti en 1945 aux États-Unis pour travailler. Il n'a jamais pu faire la moindre école Non, pas d'école, mais c'est quand même J.G., qui est quand même un auteur de BD célèbre, qu'il a un peu initié quand même. Alors, qu'il ait été initié, oui, mais ça n'a jamais été formalisé. Voilà, tout à fait. Et en réalité, il s'est assez vite rendu compte qu'il serait meilleur scénariste que dessinateur. Et là, il a eu ce génie d'aller tout au long de sa carrière s'adjoindre les talents des meilleurs dans chaque domaine. Il avait aussi le grand talent et le génie des tandems. Le tandem qu'il pouvait former avec Maurice pour Lucky Luke. Maurice, avec Albert Uderzo. À chaque fois, il allait chercher les meilleurs et chez les meilleurs, il faisait ressortir le meilleur. Alors, on a vu passer la couverture de ce livre qui est sorti il y a quelques semaines. René Goscinny raconte les secrets d'Astérix, préfacé par vous-même. C'est aux éditions du Cherche Midi. C'est un très joli cadeau à faire à tous les fans d'Astérix de tous les âges. C'est un livre qui est très joyeux, qui est extrêmement joyeux, qui est sous forme d'abécédaire. Mais alors, c'est vraiment pas classique comme abécédaire, parce que d'un seul coup, on a des bulles qui apparaissent, il y a des dessins, il y a des photos plus personnelles. D'ailleurs, on en montrera un petit peu plus tard dans l'émission, des photos plus personnelles de vous et de votre papa. Comment vous avez, est-ce que vous avez suivi toute la réalisation de ce livre, quel était votre mot d'ordre à vous, qui êtes la fille unique, hein, il a eu des fils de BD, mais vous êtes fille unique. Quel a été votre mot d'ordre pour ce livre ? En réalité, on a repris toutes les interviews, enfin une grande partie des interviews, télé, radio, presse écrite, et on a essayé d'en extraire les passages où il évoquait Astérix, le processus de création d'Astérix. C'est un travail délicat parce que vous savez que c'est toujours dangereux de décontextualiser une citation. Donc il faut savoir à quel moment la prendre, la faire débuter et l'arrêter pour que ça ne modifie pas ni le sens de la citation, ni le sens du contexte. Et ça, c'est un travail un peu d'orfèvre. Mais effectivement, le mot d'ordre, vous l'avez très bien dit, c'était l'idée que le livre se lise avec plaisir et fasse rire et fasse sourire comme un Astérix. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, notre seul but à Uderzo et à moi, c'était de faire rire. Toute autre interprétation est totalement
erronée. Absolument. N'allez pas chercher autre chose. Absolument, parce que ils ont été souvent sollicités pour devenir les porte-parole d'un parti ou d'un autre parti ou d'une cause ou d'une idée, et ils se sont tous les deux toujours défendus de ça. Astérix, c'est un petit bonhomme créé d'un coup de crayon génial d'Albert Uderzo et effaçable d'un trait de gomme. Donc, il ne faut pas en faire ce qu'il n'est pas. Ni lui faire véhiculer des messages. Parce que chacun se reconnaît dans Astérix. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Alors justement, j'ai mis en exergue votre préface où vous dites, je vais vous citer très exactement, « Mon père est à lui seul tous les personnages, le livreur de menhir, le chef du village, le barde muselé, le vieillard chancelant sous le poids de l'amour de sa si jolie femme, le héros de l'histoire. Il est même ce tout petit chien blanc qui hurle à la mort si on abîme un arbre. Il est tour à tour César et Cléopâtre, centurion et légionnaire, collecteur des impôts et architecte lamentable. » Et alors que lui, quelques pages plus tard, il dit, mais alors pas du tout, je vais essayer de le citer lui aussi très exactement. Alors attendez, c'est pas ça, mais grosso modo, voilà. René Goscinny, êtes-vous Astérix? Je ne suis pas plus Astérix que tous les autres personnages dont je suis l'auteur. Il y a toujours un peu de l'auteur dans un personnage, mais pas spécialement dans Astérix. Si je me retrouve quelque peu dans mes personnages, ce sont rarement des personnages principaux car ils sont trop parfaits et manquent de défauts. En fait, là, ça corrobore et ça rejoint ce que je disais. Vraisemblablement, il venait se défendre d'avoir été influencé ou récupéré pour une cause. Il mettait une distance évidente entre ses créatures et lui-même. Or, moi, qui suis sa fille et qui l'ai perdu il y a 37 ans, puisque j'avais 9 ans et il en avait 51, je sais, pour l'avoir découvert à travers ses albums et l'avoir côtoyé 9 ans quand même, dans la plus stricte intimité, je sais qu'il était chacun de ces personnages, puisque les personnages sont animés de son seul esprit, et de l'esprit du dessinateur, bien évidemment. Mais il y a souvent des traits communs à chaque personnage, même si dans l'histoire, ils ne s'entendent pas, même s'ils sont opposés dans l'histoire, ils se ressemblent. Et je crois que leur point commun, c'est d'avoir face aux événements, à la réalité, un recul avec le filtre de l'humour qui vient parler à leur place. Alors, l'autre grand succès de la BD, c'est Tintin. Et il y a une comparaison très intéressante entre le travail de Goscinny et le travail d'Hergé, où il dit, Hergé, lui, construisait une histoire dans laquelle il glissait quelques gags. Il dit, moi, c'est l'inverse, c'est le gag qui prime, mais l'histoire est très secondaire. On ne s'en rend pas forcément compte. Moi, j'ai l'impression que c'est très construit, un Astérix et Obélix. Oui, ça, c'était probablement une forme d'humilité. Oui. Non, c'est extrêmement construit. Et en fait, il construisait ses albums comme on écrit un film. Par exemple, pour Astérix et Cléopâtre, Alain Chabat, quand il a réalisé son formidable Mission Cléopâtre, c'était mieux. Il s'est servi de l'album comme d'un storyboard, c'est-à-dire qu'on peut quasiment suivre case à case le film d'Alain Chabat. C'était des scénarios, je ne veux pas contredire mon père, je ne me permettrai jamais, mais ce sont quand même des scénarios extrêmement construits, qui bourrent de gags et de calembours, on est d'accord, mais je crois que ce qui fait la qualité de ces scénarios aussi, c'est cette construction en béton armé qui laisse aucune place au hasard. Alors, on a justement des images du synopsis écrit par votre père, de sa main ou de sa machine à écrire d'Astérix le Gaulois. C'est émouvant, on va les regarder, ces images. C'est émouvant à voir. Donc là, on est vraiment avec son écriture. On commence à la construction des personnages. Tous les légionnaires romains ont un nom, ce qu'on n'avait pas forcément repéré dans tous les albums. Il disait que sa machine à écrire, c'était son usine à lui. Ah oui. C'était, et ça donnait ça. Case 1, 4 lignes pour expliquer ce qui s'y passe. Case 2, le texte à côté. Et après, Uderzo se débrouillait avec ça. Oui, absolument. Et je dois dire que c'est une façon de travailler qui est assez remarquable. Parce qu'il animait tour à tour Astérix, Lucky Luke is no good. Le petit Nicolas, il était rédacteur en chef de Pilote, il fabriquait des dessins animés. C'était une espèce d'homme orchestre. Il y a eu le journal de Tintin aussi. Oui, et puis Pilote surtout. Pilote, il a été rédacteur en chef de Pilote. Il a créé Pilote avec d'autres, mais il a fait partie de... Mais il enchaînait tout ça avec bonheur. Oui, et puis surtout avec une énorme méthode, une méthode formidable et un sens de l'organisation incroyable. Et quand on lit cet abécédaire, on a l'impression qu'il n'y avait pas de stress. Alors, je me trompe peut-être, Voilà, oui. Mais qu'il y avait quelque chose, et ils avaient l'air de tellement s'amuser
que, alors peut-être qu'il y avait un stress, mais ça ne ressort pas. Oui, ils s'amusaient, c'est certain. Ils s'amusaient et ils amusaient les gens. Mais je peux vous dire que j'étais petite, mais j'ai des souvenirs précis quand même. Le stress du créateur qui cherche une idée, c'est quelque chose de palpable. Enfin, c'est pas. Ça ressemble à quoi? C'est pas abstrait. Moi, je me souviens de lui. Il tournait en rond dans la maison. Un jour, je suis rentrée de l'école. Je devais avoir, je sais pas, 7 ans. Et il était là, alors qu'en général, à cette heure-ci, il n'était pas là. Et il était courbé et avec les mains dans le dos et il marchait de long en large. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est super, t'es là, on va pouvoir jouer ensemble. Et il m'a répondu, mais je peux pas jouer, tu vois bien que je travaille. Je cherche une idée. Et moi, j'étais toute petite, je ne devais pas avoir 7 ans encore. Et dans ma tête d'enfant, je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai enfin compris le métier de mon père, il cherche des idées. Et finalement, les idées, il les a trouvées dans sa propre histoire, parce que les prénoms d'Astérix et Obélix, ça vient de Astérique et Obel. Vous pouvez nous l'expliquer, qui sont directement issus qui sont des caractères d'imprimerie. Et effectivement, issus de l'atelier de son père. Mon père est d'une famille d'imprimeurs, éditeurs et imprimeurs, dont l'imprimerie a été dénoncée pendant la guerre. Et voilà. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes au lendemain de la grande manifestation qui a lieu à Paris et dans toute la France, suite aux attentats de Charlie Hebdo, qui a rassemblé 4 millions de personnes dans les rues. On est encore tous sous le coup de cette manifestation. Et j'ai particulièrement pensé à vous hier, Anne, pour 2 raisons. D'abord parce que vous avez grandi sur les genoux de Cabu et Wolinski, vous les avez quand même sans connus. Aller jusqu'à cette intimité-là. C'est 2 grands copains de mon père et de ma mère que j'ai vraiment connus, vraiment bien connus, vraiment aimés, dont j'ai pu toujours apprécier et l'humour, bien sûr, et la gentillesse surtout, la gentillesse. Et à double titre, je trouve que vous avez été touchée, vous aussi, par ces attentats, parce que votre père était d'origine polonaise et ukrainienne. Vous avez 3 grands-oncles qui sont morts dans les camps c'est Auschwitz et Pithiviers. Hein. Et donc, ces 4 personnes tuées dans cette épicerie cachère, ça vous touchait aussi directement, même si on a tous évidemment été touchés, juifs ou pas, mais oui, à double titre, je me suis dit... Mais... Au lendemain de cette manifestation, être la fille d'un amuseur juif, c'est quelque chose qui prend une autre dimension. Ah oui, on a tous été bouleversés, moi, pas plus que les autres. Peut-être un petit peu quand même, parce que pour avoir reçu, dans cette émission, sont venus Wolinski et Cabu, il y a quelques années, et moi, j'avais été particulièrement touchée, notamment par Cabu, parce qu'il avait accepté, à la mort de Jean-Paul II, de venir s'exprimer aussi sur Jean-Paul II, alors qu'on pouvait penser que Cabu était totalement antipapiste, pas du tout. Il a été d'une finesse, et enfin, moi, il m'avait beaucoup impressionné dans l'image qu'il avait rendue à Jean-Paul II. Et sans l'avoir vraiment connu, juste à peine effleuré, ça m'a plongée dans une sacrée tristesse. Hein. Outre le fait qu'évidemment, la liberté de la presse est attaquée, notre liberté est attaquée. Voilà. En 1985, ma mère avait consacré à mon père une exposition magnifique, la première qui lui a été consacrée d'ailleurs, qui a eu lieu au premier étage de la Tour Eiffel. Et c'était une exposition... hétéroclite, drôle, enfin, c'était vraiment formidable. À son image. Voilà. Et dans cette exposition, elle avait demandé à tous les copains dessinateurs de mon père d'imaginer quelle serait une statue consacrée à mon père. Donc il y a eu des projets, tous les projets, mais c'était pour rire, enfin, c'était juste des dessins. Les projets les plus fantaisistes et le plus joli de tous ces projets, le plus beau dessin qui nous a été offert, c'est le dessin de Cabu, qui montrait un socle, une statue sublime qui représentait mon père, et mon père lisant une BD à l'ombre de sa statue. Ah, c'est joli, c'est une mise en perspective. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une façon de dire, oui, la gloire, mais on reste quand même des amuseurs. Alors c'est vrai que votre papa, c'était un peu notre papa à tous, vous avez dû le partager, et pourtant il a surtout des personnages de BD masculins. Beaucoup. Vous êtes sa fille unique. Vous l'avez perdu tôt, vous aviez 9 ans. En plus, il fait partie de ces morts qu'on qualifie d'un peu étranges, un peu... pas étrange, complètement bête. Stupide. Voilà, quand c'est mort à 51 ans, pendant le check-up de la cinquantaine, du test de l'effort chez son cardiologue, sur le vélo, branché plein d'électrodes, pédalant pour
pour que l'électrocardiogramme puisse rendre des comptes du bon état de son cœur. Et il s'est écroulé et il a quand même eu le temps de décrire son infarctus au cardiologue qui lui a dit « écoutez, continuez, parce que moi j'ai plus de place avant au moins 15 jours, pédalez encore 15 secondes et après ce sera bon ». Il n'a pas pu tenir les 15 secondes. Il s'est écroulé. Donc c'est une mort, mourir d'une crise cardiaque chez son cardiologue, c'est presque ironique, quoi. Oui, c'est fou. C'est fou. Et vous aviez 9 ans à l'époque. Vous avez su que vous n'entendriez plus jamais le bruit de clé de votre papa rentrant chez vous. Vous lui avez dédié une lettre sous forme de petit livre. Un petit récit dans une collection formidable qui s'appelle Les Affranchis. Ce sont des lettres qu'on n'a jamais écrites. Oui, c'est écrivez la lettre que vous n'avez jamais écrite sur le modèle de la lettre au père de Kafka. Et c'est une collection dirigée par une femme qui s'appelle Claire Debru, qui est remarquable. Et j'ai eu très envie de faire partie des heureux auteurs de cette collection. Et effectivement, j'ai consacré 80 pages à mon père en essayant de lui expliquer ce qui s'est passé entre le moment où il est mort et aujourd'hui, en essayant de lui dire comment se construire et devenir une femme. C'est compliqué quand il n'y a plus d'hommes présents, parce que moi, j'avais ni oncle, ni grand-père, ni cousin, enfin, j'avais ma mère et ma grand-mère, un univers très féminin. Et voilà, j'ai eu envie de parler de tout ça et aussi de lui dire que depuis, la vie a continué, puisque j'ai un Simon qui va avoir 14 ans et une Salomé qui va en avoir 12. Donc voilà. Alors on a des images de vous avec votre papa, des images très émouvantes et on vous remercie beaucoup de nous les avoir procurées. C'est vous petite chez vous avec votre papa, on va les regarder puis je vais vous laisser les commenter, vous serez plus pertinente que moi. Ah oui, là je dois avoir 3 ans. On est sur le tournage du film Le Viager qu'il a coécrit avec Pierre Tchernia et dont je garde pas de souvenirs, mais il y a les photos et je sais qu'il a adoré cette expérience. Oui, là c'est effectivement dans son bureau, je dois avoir 5 ans, peut-être. Et il dit que vous étiez sa seule passion. Il avait des... Je crois que je devais partager avec ma mère aussi. Quand même. Oui, c'était un grand amour, oui, mais c'est-à-dire qu'en plus, c'était pas un gamin. Il avait 42 ans quand je suis née. Une partie de sa vie était déjà faite. Oui, c'était déjà un homme mûr. Ouais. Il avait 17 ans d'écart avec ma mère. Et d'ailleurs, vous avez eu comme une enfance, une adolescence et un début de vie d'adulte de manière très isolée parce que votre papa est mort, mais vous avez perdu votre maman aussi par la maladie. Oui. Vous l'avez soutenue jusqu'au bout. Enfin, oui, je l'ai soutenue. Enfin, une vie quand même elle a eu un cancer du sein en 1976, elle avait 34 ans. Et moi, je pense, c'est peut-être la romancière qui parle, j'en sais rien, mais je pense que mon père est mort du cancer du sein de ma mère, puisqu'il faut se remettre dans l'époque. En 1976, avoir un cancer du sein, c'était la mort à moyen terme, la mort assurée à moyen terme. Aujourd'hui, évidemment, heureusement, c'est plus tout à fait ça. Et elle a eu ce cancer a duré 17 ans, alors des rechutes, des rémissions, des rechutes, des rémissions. Elle est morte début 94. Et ça a été une vie de douleur, une vie d'angoisse, et une vie malgré tout qu'elle aimait passionnément et qu'il fallait tous les jours inventer, puisqu'on ne savait jamais s'il y aurait un lendemain, ce que dirait le scanner. Moi, j'ai vécu toute mon adolescence au rythme des résultats du scanner, des marqueurs. Enfin, voilà, ça fait des adultes un peu chaotique peut-être, attachant, mais parfois un peu... Est-ce que c'est l'écriture qui finalement a donné une colonne vertébrale à votre vie, en reprenant un style d'écriture qui n'était pas celui de votre père, parce que vous êtes romancière, vous avez écrit aussi des chansons pour Serge Reggiani, mais est-ce que ça vous a permis de vous structurer finalement? Non, je crois que je suis infiniment structurée parce que jusqu'à l'âge de 9 ans, j'ai eu une vie formidable, une espèce de vie rêvée, c'est-à-dire des parents Oui, des parents qui s'aimaient passionnément, 2 grands-mères dont j'étais l'unique trésor, comme elles disaient toutes les deux, fille unique, petite fille unique, des parents qui m'ont voulu désirer. Donc voilà, je pense que jusqu'à 9 ans, j'ai eu une vie formidable et j'ai des bases extrêmement solides, extrêmement fortes. Après,
la vie, l'adolescence, le début de la vie de femme, etc., c'est plus chaotique. Mais je pense que si aussi aujourd'hui je peux donner à mes enfants la meilleure éducation possible. Et dans éducation, j'entends façon d'aborder la vie, tolérance, etc. C'est parce que moi-même, j'ai cette base-là. Et pourquoi Serge Reggiani ? En plus, il y a une double histoire avec lui, parce que non seulement vous lui avez écrit des chansons... J'ai écrit une chanson. Et il a été enterré le même jour, à la même heure, dans le même cimetière que votre oncle, qui est donc le frère de votre père. Oui. Et les journalistes se sont un peu trompés d'enterrement. Enfin, c'est le comique dans le drame, quoi. Ah, c'était fou. Moi, j'étais dans le corbillard avec mon oncle, le frère de mon père. On arrive au cimetière du Montparnasse, et là, il y avait une foule de journalistes. Et je me disais... Mon oncle n'a jamais été ni célèbre ni rien, et vraiment je ne comprenais pas. Et en fait, les journalistes ont suivi notre corbillard, si on peut dire les choses comme ça, et ils s'étaient trompés. C'était Reggiani qui arrivait juste derrière. Et je dois dire que c'était assez fou. Et c'est une drôle de coïncidence, parce que c'était l'homme pour lequel vous aviez écrit en plus. Oui, parce que j'étais très proche d'un de ses paroliers qui s'appelle Claude Lemel. Et voilà, mais ça a été une expérience extraordinaire. Mais toutes les expériences d'écriture, que ce soit une chanson, que ce soit une préface, que ce soit cette lettre, que ce soit un roman ou même une lettre plus intime adressée à un ami ou un mail, toutes les expériences d'écriture me portent et m'enthousiasment. Vous gérez l'héritage de votre papa aussi, vous êtes l'unique ayant droit. Vous avez pu voir comment il est connu et célébré à travers le monde, déjà en France avec des écoles qui portent son nom, des collèges, des lycées, des rues, des médiathèques. Ça doit être déjà assez impressionnant. Puis le lycée français de Varsovie, je crois, qui porte également son nom avec une statue, une vraie statue que vous avez inaugurée. Est-ce que c'est consolateur quelque part ? Consolateur, non, dans la mesure où ça ne se passe pas sur le même plan que le chagrin, que la douleur de plus l'avoir, de plus jamais lui parler, de plus le toucher. En revanche, pour la mémoire, c'est formidable. Et puis, pour la transmission à mes enfants, leur parler de ce grand-père qui ne peut plus leur parler, mais qui peut quand même les faire rire à travers les livres, c'est magique. Moi, je me souviens très bien, mon fils Simon, quand il a commencé à lire vers 7 ans, comme tous les enfants, il a tout de suite voulu lire un Astérix dont on parlait tant à la maison. Bien sûr. Et je le vois un jour dans sa chambre, dans son petit fauteuil, il avait un petit fauteuil, et il tournait les pages de l'Astérix, il lisait vraiment, et il éclatait de rire. Et je lui ai dit, mais Simon, qu'est-ce qui te fait rire comme ça ? C'est les textes ou c'est le dessin ? Et il m'a regardé comme si j'étais débile mentale et il m'a dit « Mais maman, c'est une bande dessinée, c'est les textes et le dessin. » Et je me dis, voilà, l'œuvre de collaboration par essence vient d'être parfaitement décrite par ce petit garçon de 7 ans. Alors, pour ce qui est des hommages et de la mémoire, je suis toujours très, très heureuse et très sensible au fait qu'une municipalité ou un groupe de gens décide d'attribuer le nom de mon père à... Souvent, c'est les enfants, en plus, pour une école, souvent les qui enfants, choisissent dans une liste de 30 noms. Et c'est souvent les enfants associés aux enseignants, aux directeurs de l'établissement. Et c'est vrai que quand mon père arrive en tête, après avoir coiffé au poteau, je le dis en rigolant, Prévert, Brassens et Marcel Aimé... moi, je suis heureuse que... Ça me fait plaisir, évidemment. C'est une espèce de... Je ne vais pas le cacher, c'est une espèce de fierté filiale qui prend le pas sur tout le reste. Sans compter toutes ces expressions qui sont propres à Astérix et Obélix et qui sont rentrées dans le langage commun. Il est tombé dedans quand il était petit, rien que pour reprendre celle-là. Tous les jours, tous les jours dans la presse, à la radio, à la télé, dans la presse écrite, tous les jours on peut lire une de ces expressions, oui. C'est très frappant, ça. Voilà. Et des fois, je me demande comment à l'international, d'ailleurs, il le dit à un moment, s'est dit, mais comment les Anglais peuvent recevoir Astérix et Obélix, vu qu'ils perdent 80% du texte, parce que c'est intraduisible en anglais, que c'est de l'humour français, etc. Et je pense que là, on touche à ce que vous disiez au début de l'entretien, à la construction du livre. C'est-à-dire que tout n'est pas axé que sur les calembours, les jeux de mots, même s'ils sont parfaitement bien traduits, mais il y a une vraie histoire. Et je crois que là, on en mesure l'importance, puisque Astérix est traduit dans environ 130 langues et dialectes.
Alors, elle a certainement lu Astérix et Obélix. Je ne sais pas d'ailleurs qui est passé entre les gouttes. J'ai demandé à Françoise Turiès de bien vouloir nous rejoindre en plateau. Françoise, que je suis ravie de retrouver. Bonjour. Alors, je suis d'autant plus ravie que, figurez-vous, Anne Goscinny, que Françoise Turiès est la toute première personne à avoir inauguré le nouveau concept de VIP. Pendant 9 ans, on n'a reçu qu'une personnalité. Et puis, il y a 3 ans, on a décidé qu'on allait adjoindre un artiste ou une artiste, si ce n'est catholique, en tout cas qui s'intéresse d'une manière chrétienne à son art. Et Françoise était la toute première à être venue avec Jean-Marie Bigard. Vous vous en souvenez, parce que c'était une superbe émission. Voilà, donc là, on a recréé un couple de choix. C'est la première fois en plus que je crois que j'ai 2 femmes dans le même canapé. C'est plein de premières fois. C'est fantastique. Donc Françoise, vous connaissez bien le principe de l'émission. Vous avez écouté ce qu'Anne Goscinny a pu nous dire dans cette demi-heure qui est passée très très vite. Il y a quelque chose qui a particulièrement fait écho en vous, qui vous a touché peut-être plus qu'une autre? Il y a eu plusieurs choses en fait. Il y a quand vous avez parlé de la transmission qui est très accessible pour vos enfants, puisque ce grand-père qu'ils n'ont pas connu, ils le connaissent quand même à travers les bandes dessinées. Il y a eu aussi ce que vous avez dit quand votre maman avait organisé une exposition et que le dessin le plus beau c'était celui de Cabu. Qui signifiait que la gloire c'était bien beau, mais s'amuser c'était très important aussi. Et puis qu'il a déculpabilisé aussi les adultes vis-à-vis de la BD, c'est formidable, quoi. Mais il a ouvert un territoire, il a ouvert un art quelque part. Oui. Oui, avant les adultes n'osaient pas lire des BD et grâce à Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas, tout ça, c'est devenu une permission et on a pu lire sans culpabiliser. Oui. Voilà, Françoise qui a pris beaucoup de plaisir à lire, parce qu'on envoie à chaque fois à nos invités les livres, les CD, enfin bon voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. Françoise incarne Sœur Emmanuelle, c'est pas le petit personnage non plus, hein. Sœur Emmanuelle, mise en scène par Michael Lonsdal. Ça fait déjà quelques années maintenant que vous incarnez cette femme formidable. On va parler de 2 autres pièces de théâtre, mais je voudrais qu'on commence par Sœur Emmanuelle, qui doit sacrément vous rentrer dans la peau depuis 3 ans. Elle m'interpelle, c'est évident, depuis le temps que je la joue, puisque ça fait 3-4 ans déjà maintenant. Je pense qu'elle m'aide à devenir un peu plus libre intérieurement. Et la liberté, Dieu sait si aujourd'hui c'est important, mais elle me déculpabilise et je lui demande d'ouvrir mon cœur aussi. C'est un personnage qui vous parle, Sœur Emmanuelle, Anne Goscinny? Bien sûr, évidemment. Moi, alors ça n'a rien à voir avec Sœur Emmanuelle, je ne suis pas catholique, voilà, mais je suis fascinée par un personnage qui est Thérèse de Lisieux. Et je pense que j'ai lu peut-être pas toutes les biographies, parce qu'il y en a... Vous avez lu son Histoire d'une âme, en tout cas? Bien sûr, mais j'ai lu beaucoup de biographies de Thérèse de Lisieux, et je dois dire que ce qui me touche chez ce personnage de Thérèse, c'est le fait qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Il y a juste le miracle, c'est sa foi. Il y a ce petit miracle du condamné à mort qui finalement se repent et voilà, parce qu'elle implore. Mais il n'y a pas de miracle avéré, je crois. Enfin, et le seul miracle, c'est cette foi qui m'est assez étrangère, mais qui me fascine et qui me touche. Thérèse de Lisieux est un des personnages historiques qui me touche le plus au monde. Ah oui. De même que Sœur Emmanuelle est allée chercher des gens là où ils étaient, juste en étant ce qu'elle était, et en étant médiatisée, comme elle le dit dans la pièce, qui a fait son bonheur et son malheur, mais juste par cette joie incroyable que Thérèse avait aussi, est allée chercher des gens qui sont, comme vous dites, comme vous, pas forcément cathos, pas forcément éduqués dans cette foi-là, mais qui, parce qu'il y a une sincérité et un vrai rayonnement, vont toucher tout le monde. Je pense que vous devez vous en rendre compte. Puisque pour Sœur Emmanuelle, on était tous ses frères et sœurs, quoi. Juifs, athées, musulmans, elle le dit. Elle disait qu'il fallait mieux être un bon musulman qu'un mauvais chrétien. Oui, mais c'était tous ses frères, quoi. C'est pour ça aussi qu'elle avait cette liberté extraordinaire et qu'elle avait une foi aussi prodigieuse. Et je pense que c'est sa foi aussi qui lui a donné cet amour des autres. En tout cas, qui
qui a entretenu et enrichi son amour des autres qu'elle avait, je pense, déjà naturellement au départ. Avec une faille au départ, elle a perdu aussi son papa jeune, comme vous. Il s'est noyé sous ses yeux quand elle avait 6 ans. Oui. Et de cette faille est sortie une fécondité. Absolument. De cette, elle s'est dit donc chagrin. tout est éphémère, quelque chose qui ne va pas, tout est éphémère, rien ne dure. Et donc elle a eu une soif de trouver quelque chose d'absolu et d'éternel. Oui, je crois que quand... Je ne vais pas parler pour Sœur Emmanuelle, évidemment, mais je crois que quand on est confronté sitôt à un drame de cette nature, on a toute sa vie, et à partir de ce moment-là, conscience de l'urgence. Oui. Tout le temps. Tout est urgent. Toujours. Tout est urgent. Dire à ses enfants qu'on les aime et à quel point on les aime, et comme ils sont beaux, et comme ils sont réussis, comme ils sont intelligents. Dire à son mari que vraiment, ce n'est pas un autre qu'on voulait, même si tout ne va pas toujours forcément tout bien. Toujours l'urgence. Dire avant que tout d'un coup, le drame... n'interviennent. Et tout devient rare aussi, enfin rare, précieux. Alors vous allez voir, on va regarder des images de Françoise en train d'interpréter Sœur Emmanuelle, ça vous donnera un petit peu une idée. Moi j'ai vu une partie de la pièce en vidéo, malheureusement pas encore en vrai, mais je suis impressionnée. On se connaît un tout petit peu, Françoise, mais je vous jure, au bout de quelques minutes, on oublie complètement Françoise. En plus, vous prenez cette voix un peu au perché à un moment qu'avait Sœur Emmanuelle. On est complètement projeté avec elle. C'est très étonnant, une expérience très étonnante à faire. Je vous propose, bon là, évidemment que 2 minutes, mais on va regarder ça ensemble. Ça donnera une petite idée quand même. La vérité ne comporte-t-elle pas une certaine crudité ? Nu, je suis sortie du sein de ma mère, et nu, je me présente enfin. Je vais essayer de vous décrire l'éclatement de joie qui m'a brusquement saisie. Libre, libre, corps, cœur, volonté, je n'étais plus Madeleine Cinquin. Me voici officiellement consacrée missionnaire. Plus tard, je fus chargée de jeunes grecques, turques, arméniennes, juives, qui après le lycée désiraient apprendre la langue française. C'était un milieu idéal pour une sœur de Sion, dont la vocation œcuménique est de comprendre et de rapprocher les différentes religions. Monseigneur Bruno Heim me propose alors de prendre en charge un bidonville des chiffonniers, un spectacle qui m'étouffait. En entrant au bidonville, me brûle, corps et âme. Quelque chose a basculé en moi. Il me semblait que quelqu'un me parlait. Veux-tu venir habiter ici? Veux-tu me donner des yeux, trop souvent indifférents à la misère humaine, pour que moi, Jésus, je la regarde avec amour? On voit qu'il y a une certaine gravité dans la pièce, mais il y a des moments aussi très drôles. Et oui, plus, parce qu'elle avait beaucoup d'humour. Plus léger, parce qu'elle avait beaucoup d'humour. Et l'art, un peu comme d'ailleurs votre papa, un peu l'art de la formule, enfin l'art de dire des choses qui touchent et qui font mouche tout de suite. Ça donne très très envie d'aller voir la pièce. Hein. Et puis alors mise en scène par Michael Lonsdal, dont on connaît toute l'intériorité et tout l'intérêt pour ce genre de personnage profond et alors pas forcément mystique, parce qu'elle n'était pas forcément mystique, mais profond et incarné. En fait, elle était mystique, mais elle n'en parlait pas. Elle était, je crois, profondément mystique aussi. Mais elle n'en parlait pas, parce que c'était aussi une femme de terrain, quoi, qui était dans l'action tout le temps. Elle agissait beaucoup. C'est pas une contemplative, disons. Mais mystique, elle l'était quand même, je crois. Ouais. Vraiment. Et une femme de prière, évidemment. Ça vous parle, ces thèmes de prière, Anne Goscinny, vous qui vous êtes penchée sur la petite Thérèse? Ça me parle, comme je pense que ça parle à tous les enfants qui ont perdu sitôt la personne qu'ils aimaient le plus au monde. Aussi, Thérèse a perdu sa mère. Et d'ailleurs, toutes ses sœurs quasiment étaient carmélites.
Et d'ailleurs, chez Thérèse, il y a une chose assez folle du point de vue symbolique, c'est qu'une de ses sœurs est la mère supérieure et qu'elle appelle sa sœur ma mère. Et là, on est dans le transfert, c'est sa sœur Céline, je crois. Non, c'est pas Céline. Il y a eu Céline, Pauline, je ne sais plus. Mais il y a eu toute une analyse psychanalytique faite de Thérèse. C'est passionnant. Ah ben ça y est, je ne sais plus laquelle. À ce titre, en tant qu'enfant perdu et éperdument douloureuse que j'ai été, j'ai forcément confondu l'appel à la mémoire et aux défunts et une forme de prière. C'est-à-dire que tout se confond, tout vient alimenter une espèce de chemin central qui va probablement vers la même chose. Mais moi, j'ai parlé à mon père, je crois que c'est quelque chose que j'ai probablement jamais dit encore, tous les soirs, de l'âge de 9 ans à hier soir. C'est une belle fidélité, non ? À tous les soirs. La journée ne s'arrête jamais sans que je m'adresse à lui, dans ma tête, évidemment. Mais je pense que même le soir de mon mariage, où j'avais autre chose à faire, je me suis quand même adressée à lui. Donc, est-ce qu'on parle de prière? Est-ce qu'on parle de... Je ne sais pas. Il faudrait inventer un mot. Dans la religion catholique, ça s'appelle la communion des saints, le fait de pouvoir être comme ça c'est une communion, en contact de toute façon. Dans la religion juive, je ne sais pas trop. Vous qui êtes d'origine, donc de par votre père au moins, juif, vous avez fait une transmission auprès de vos enfants par rapport à cette tradition? Bien sûr, mon fils Simon a fait sa bar mitzvah l'année dernière, et ma fille Salomé va faire sa bat mitzvah. Et moi, je tiens beaucoup à ce qu'ils sachent d'où ils viennent et à ce que même transmettent cette identité-là à leurs enfants. On est très attachés à ça. Oui, mais par rapport à l'histoire familiale aussi, qui a durement touché la famille Goscinny. Je crois qu'il n'est pas question de vouloir penser quelques plaies, quelles qu'elles soient, mais moi, je suis très attachée à cette transmission-là. Très. S'ils étaient là, ils vous diraient que même limite un peu trop. Comment la gravité chez les Goscinny côtoie la légèreté? Vous avez pris du plaisir, Françoise, à lire ce livre consacré à Astérix? J'ai lu tous les Astérix, évidemment, Lucky Luke, le petit Nicolas. Mais oui, bien sûr, parce qu'on a l'impression de côtoyer René Goscinny en lisant le livre. On a l'impression parce que ce livre lui donne la parole. Oui, et c'était bien de le faire. C'est vrai que des gens de ma génération, donc il était... c'était en quelle année le décès de votre père? 1977. Oui, c'est ça, donc j'étais toute petite. On a connu ces personnages, mais lui, on n'a pas lu ses interviews ni rien, et ça nous replonge dedans, forcément. Oui. Et pour moi, c'est une parole nouvelle, honnêtement. Oui. Mais c'est pour ça que ce livre a raison d'exister. Oui. C'était drôle, parce que quand vous avez commencé à dire « je m'intéresse à Thérèse », je me suis dit... Elle va nous parler de Thérèse d'Avila. On n'est pas très loin, hein, Thérèse de Lisieux. On n'est pas très loin. Non, mais je dis ça parce que... Mais Thérèse de Lisieux s'intéressait à Thérèse d'Avila. Bien sûr, de toute façon. Mais parce que il se trouve que Françoise Thuriez joue également Thérèse d'Avila. Quand il y a une grande sainte affaire, ils vont chercher Françoise Thuriez. C'est un peu le principe, si vous voulez. Et d'ailleurs, et Sœur Emmanuelle et Thérèse d'Avila avaient toutes les deux des ascendances juives. D'accord. Oui. Parce que je découvre avec vous, Françoise, je ne savais pas du tout. Elle dit la photo du grand-père de mon arrière... Attends, la photo du père de mon arrière-grand-mère maternelle. Et elle découvre qu'il était rabbin. C'est qui découvre ça? C'est Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, d'accord. Et elle dit, à travers lui et mes ancêtres juifs, je me sens encore plus proche de l'Emmanuel biblique. Ah ben vous voyez, Magnificat. Et Thérèse d'Avila avait elle aussi des ascendances juives. Alors Thérèse d'Avila, proposée par Daniel Fasserias, qu'on connaît bien ici à Catéo, c'est une pièce en verre sous forme de comédie musicale. C'est une pièce en verre, oui. Voilà, avec Marie Lucignol, qui en l'occurrence joue Thérèse de Lisieux. Joue Thérèse de Lisieux. Qui est une formidable comédienne aussi. Qu'est-ce que ces grandes femmes vous apprennent? On vient d'évoquer 3 grandes saintes, 2 Thérèse et une Emmanuelle, qui avait choisi Emmanuel, son vrai prénom c'était Madeleine, comme nom de guerre. Et je me souviens d'avoir vu à une conférence sur Emmanuel, je fais une aparté, mais en disant Emmanuel, c'est vraiment un nom de guerre qui, moi, est mon vrai prénom, je ne l'avais jamais perçu comme ça. Je me suis dit, Emmanuel, c'est
un an de guerre, mais pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? Dieu avec nous, Dieu et avec allez, hop, nous, on oui. va se battre maintenant avec ça. Ah, c'était étonnant à entendre. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris, ces femmes? Elles ont, je trouve, et Sœur Emmanuelle et Thérèse d'Avila, et Thérèse de Lisieux aussi d'ailleurs, cette soif d'absolu, de quête d'amour. Et elles sont reliées avec la terre et le divin, quoi. Elles ont cherché toute leur vie cette connexion avec le ciel et la terre. Enfin, Mais de manière très incarnée, parce que c'était des femmes d'action quand même. Et en même temps, Thérèse d'Avila et Sœur Emmanuelle sont des femmes d'action, oui, parce que Thérèse d'Avila n'a pas arrêté de construire des monastères dans toute l'Espagne, et Sœur Emmanuelle n'a pas arrêté non plus de se battre et d'aller chercher de l'argent pour construire des maisons en dur, pour ses chiffonniers, des écoles, des hôpitaux. Mais même Thérèse de Lisieux, parce moi, qu'elle avait beau être cloîtrée. moi, j'ai l'image de Thérèse de Lisieux qui, a 15 ans, part à Rome apostropher le pape pour Oui. avoir la permission de rentrer au Carmel à 15 ans. Oui, oui. Et elle y va, et elle ose. Elles sont des frondeuses. Oui, c'est avec une espèce de hargne. Et de culot aussi. Enfin, oui. Et ce qui est formidable, moi je trouve, chez Thérèse de Lisieux, c'est qu'elle se nommait patronne des missionnaires, alors qu'elle n'a jamais bougé de son couvent, mais elle était tellement active à écrire, à soutenir les missionnaires, Marcel Vannes et d'autres, que finalement à faire du théâtre aussi. Elle faisait du théâtre dans son monastère. Enfin, elles étaient dans la vie. Ça bougeait quand même, quoi. Ouais. Et elle vous a appris quoi, Thérèse, alors? Moi, ce que je vous dis, moi, je suis fascinée par cette vie de foi, probablement qu'évidemment je n'ai pas, et par ce désir qu'elle avait de vivre comme ça, et le fait qu'elle soit parvenue si tôt avec cette vie si courte. Je crois qu'elle meurt à 23 ans ou 24 ans. 24 ans. À 24 ans. Avec cette vie si courte, finalement, elle a vécu une vie. Dans une vie si courte. En si peu de temps, elle a vécu une vie. Alors, moi, c'est un personnage qui me touche. Alors, c'est peut-être blasphématoire de dire ça, mais j'aurais adoré l'avoir pour amie, et même peut-être pour meilleure amie. Ah, mais c'est pas du tout blasphématoire. Hein. Je trouve que c'est quelqu'un qui est dans la vie civile, qui avait une place, qui avait une place hier à la manif, qui avait sa place hier. Moi, je lui aurais bien donné le bras hier à Thérèse. C'est joli, ça. Vous êtes allée à Lisieux, déjà? Oui, oh là, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ouais. C'est étonnant de rentrer dans cette maison. C'est fou. Ouais. C'est fou. Oui. Françoise Turiès, c'est une horrible question de journaliste que je vais lui poser, mais je vais le faire quand même. Je voudrais vous demander d'isoler une réplique de Sœur Emmanuelle et puis une réplique aussi peut-être de Thérèse d'Avila qui vous a peut-être particulièrement touché au cœur et que vous pouvez partager avec Anne Goscinny, avec moi-même, avec nos téléspectateurs. On commence avec, je ne sais pas, comme vous voulez. Sœur Emmanuelle, par exemple, elle dit Juifs, athées, musulmans ont nourri ma foi chrétienne. Ils ont élargi ma compréhension de Dieu. Lors de mes séjours en Turquie, Tunisie et Égypte, j'ai eu la grâce d'entrer en relation avec l'islam et ses richesses intérieures. Certes, il existe un courant fanatique dans l'islam qui lui fait grand tort. Le Coran demande en effet de respecter les gens du livre, juifs, chrétiens. Je nie parfois ma prière avec mes frères musulmans. J'ai ainsi mieux compris cet hymne du bréviaire. Toi, l'au-delà de tout. Rabbna Kbir, Rabbna Mawgoud. Dieu est grand, Dieu est présent. Il y en a une autre qui aurait eu sa place au défilé, c'est Sœur Emmanuelle. Ah, mais elle serait venue, elle, ça c'est sûr. J'en suis certain. Ah oui, c'est impressionnant l'actualité brûlante de cette réplique. Oui. Par rapport à ce qu'on a vécu en ce début de mois de janvier. Et par rapport à Thérèse d'Avila, car on est avec une vraie mystique, là, Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, bien sûr, il y a son poème si célèbre, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Je ne sais plus par cœur, mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, voilà. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Enfin, j'en oublie, mais en espagnol, c'est plus beau. Nada te turbe. Nada te turbe, solo Dios basta. Solo Dios basta. Mais, ça donnait un très joli chant de la communauté de Thésée. Oui, mais Thérèse d'Avila aussi, on ne le sait pas, mais elle disait si mes prières peuvent
changer, ne serait-ce qu'une âme, je ne serais pas venue sur Terre pour rien. Si mes prières peuvent ouvrir à l'amour, quoi, ne serait-ce qu'une seule personne. Vous savez, on est en train de dire que Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Sœur Emmanuel aurait pu être à la manif que nous avons vécue le 11 janvier. J'étais en train de me dire, mais Astérix et Obélix, ils n'auraient pas fait pâle figure à la manif, le petit Nicolas aussi, tous ces personnages, Is No Good peut-être, qui représentent tellement l'esprit français, chacun à leur manière. Je pense que Astérix, Lucky Luke, Is No Good et le petit Nicolas, ils étaient même trop tristes pour bouger de leur case de bande dessinée. Je pense qu'ils étaient anesthésiés, anéantis. Comment vous la voyez, cette année 2015 ? Elle commence encore pour nous, pour vous déjà, à titre personnel, et puis peut-être de manière un petit peu plus large pour notre société. Comment vous la voyez ? Moi, c'était en 2014, c'était en décembre, je crois. Je suis allée au cinéma, je vais beaucoup au cinéma, voir un film dont on a beaucoup parlé, mais pas assez, qui s'appelle Les Héritiers. Vous savez, c'est l'histoire de cette classe de première qui participe à un concours sur la transmission de la Shoah. Je ne sais pas, vous avez sans doute... Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Voilà, c'est un film magnifique qui parle d'une vingtaine ou 25 gamins qui ne sont pas concernés par la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont pas concernés par ce qui s'est passé, qui ne sont pas concernés par rien, et qui tout d'un coup deviennent concernés. Et ce drame, cette horreur qui les touche pas a priori, devient leur drame, devient leur vie, devient leur sang. Eh bien, moi je crois que c'est vers ça qu'on devrait aller en 2015, c'est être tous concernés par tout ce qui se passe et arrêter de cloisonner, moins décloisonner. J'ai vu, pour rebondir sur ce que vous dites, Anne Goscinny, qu'avec Sœur Emmanuel, avec le spectacle de Sœur Emmanuel, vous alliez partir faire quelques dates. Alors, à la paroisse Saint-Victor de Guyancourt le 31 janvier, on pourra trouver tout ça. Mais j'ai vu que vous étiez à Besançon aussi le 7 et 8 février, au centre diocésain. Et à Besançon, il y a un fantastique musée de la résistance et de la déportation dans la citadelle de Vauban, en haut de la ville, qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Faire un devoir de mémoire là-bas, c'est assez impressionnant. C'est très dur, hein. On ne va pas se mentir. C'est très, très dur. Mais je rebondis sur ce que vous dites par rapport à ce film. 2015 pour Françoise Turiès. Bien, moi, je rejoins Anne dans le sens où je pense que maintenant, effectivement, on est tous obligatoirement concernés par le monde, par les autres, par tout ce qui se passe. Et s'il y a une chose qui peut être positive en ce début d'année, c'est que tout d'un coup, les gens se réveillent et se sentent solidaires les uns des autres. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Hormis les classes politiques, les religions, les idées, tout d'un coup, il y a l'humanité qui... Si l'humanité peut se tenir les coudes et comprendre que on est tous à la même enseigne, quoi. On est tous sur la terre et on est là pour essayer d'être heureux. Et être heureux, c'est quand même... Ça commence par le respect aussi des uns et des autres. On a tous peur que cet élan incroyable qui a eu lieu en ce 11 janvier retombe. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que voilà, cette émission est diffusée le 24 janvier, dans une semaine. Donc, c'est-à-dire que c'est le festival de la BD d'Angoulême, qui aura une connotation très particulière cette année, mais qui va de fait relayer naturellement tout ce qui s'est passé et peut-être redonner un élan. Vous en attendez quoi de ce festival, Anne ? Vous allez y aller ou pas, présenter votre Astérix ? Non, parce que c'est pas une bande dessinée. Oui. Et voilà, j'y suis beaucoup allée et j'y vais plus depuis quelques années. Mais je crois qu'évidemment, les dessinateurs assassinés seront évidemment mis à l'honneur, mais il ne faut pas les cantonner au Festival d'Angoulême. Bien sûr que non, mais ça fera quand même le relais. Ce sera un relais, mais voilà, tout ça est tellement violent, tellement fou, tellement absurde, monstrueux.
Et il y aura peut-être, comme l'a dit Anne Hidalgo, peut-être, ce sera sûr qu'ils vont créer un festival à Paris des dessinateurs de presse. Enfin, que c'était la volonté de T-News depuis longtemps, et là, cette fois-ci, ils vont le lancer. Quoi. Ça y est, ça va se faire. Ouais. Il aura fallu qu'ils meurent pour que ça se fasse. Je voudrais aussi préciser qu'en 2015, dans l'actualité de Françoise, il y aura une pièce qui n'a strictement plus rien à voir avec ni Sœur Emmanuel, ni Thérèse d'Avila. On est beaucoup plus dans la légèreté, avec un auteur qui est contemporain de Shakespeare, qui s'appelle Lope de Vega, une sorte de comédie au Théâtre 13 à Paris, une espagnolade, comme vous dites, La discrète amoureuse, oui. Où on retrouve un peu de légèreté. Ça fait du bien aussi, c'est ça le métier de comédienne, c'est de passer d'un rôle à l'autre et de trouver des respirations à droite à gauche. Oui, c'est une pièce inédite qui sera jouée pour la première fois, en fait, en tout cas en France, et qui est mise en scène par Justine Henneman et qui va être jouée au Théâtre 13 du 3 mars au 12 avril. Et c'est une comédie légère et c'est assez drôle. Et en fait, La discrète amoureuse, c'est l'histoire d'une jeune fille qui prend son destin en main. C'est une sorte de Juliette, dans le sens où elle est très frondeuse, et donc qui passe par-dessus les conventions pour arriver à vivre totalement son amour avec le jeune homme qu'elle vient de rencontrer. Évidemment, c'est pas moi, la discrète amoureuse. Moi, je suis sa mère. Ça fait très Marivaux comme titre, La discrète amoureuse. Oui, mais c'est un petit peu dans cette veine-là. Il y a de l'esprit, c'est drôle. Par contre, il n'y a pas le problème des classes sociales comme chez Marivaux. Oui. Mais ce sont des femmes qui, tout d'un coup, bousculent leur destin et le prennent en main pour arriver à vivre leur amour. Du 3 mars au 12 avril, donc au Théâtre 13 avec Françoise Turiès. Qu'est-ce que je vous souhaite, Françoise, pour cette année, à vous, à titre personnel? Du courage. Je trouve qu'il en faut. C'est joli. Du courage et de la joie, surtout. Ah, ben voilà, ça me fait plaisir de vous le souhaiter. Du courage et de la joie. Oui. Merci beaucoup, Françoise Turiès. Anne Goscinny, qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous, à titre vraiment personnel, pour 2015? De la patience quand on n'arrive pas à faire les maths. Ah ouais, je connais par cœur. On est en 6e et en 4e. Ouais. Mais vous ne déléguez pas votre mari, vous? Ah non, moi je veux que les choses soient faites. Si vous voulez, je suis une femme normale. Okay. Quoi. Mais voilà, hier, quand je suis rentrée de la manif, je me suis penchée sur un problème de pivoine à 3,80 € et de plants de jacinthe qui étaient moins chers, mais il fallait... Voilà. Et ça m'a occupé un certain moment dans la soirée parce que je suis vraiment très nulle en maths. D'accord. Combien je vous comprends. Quand mon fils était en 6e, pour l'aider, j'ai pris moi-même des cours particuliers de maths sans lui dire. Comme ça, quand il me montrait ses exercices, je disais, mais enfin Simon, c'est vachement simple. J'avais planché 3 heures avec un prof particulier. Voilà, donc je pense que ce qu'il faut me souhaiter, c'est de la patience, de la persévérance et comme Françoise, beaucoup de joie aussi. Et de courage. Je vous le souhaite aussi. Juste moi, ma formule, c'est écoute chérie, maman a des émissions VIP à préparer. Donc pour ton devoir de maths, tu vas voir papa. Voilà, maman a du travail. Et hop, c'est fini. Ça, c'est pas mal. Je retiens pour 2015. Voilà, je vous remercie infiniment à toutes les deux d'être venues apporter votre joie, votre talent, votre courage aussi. Merci beaucoup et je vous souhaite une fantastique année 2015. Même si elle a mal démarré, on va tout faire pour qu'elle continue bien. Merci. Merci.